Salut les bons copains, bienvenue sur ce nouvel épisode de La Bonne Copine. Je suis trop contente d'être avec vous, d'être parmi vous. J'espère que vous allez tous sincèrement bien. Et moi, pour être honnête, depuis quelques semaines, je vais pas très bien. Je vais pas très bien du tout même. Parce que j'ai appris, il y a 4 semaines, que ma plainte que j'ai déposée en 2024 pour les violences incestueuses, les viols, la maltraitance que j'ai vécue petite, a été classée sans suite parce que pas suffisamment d'éléments matériels pour continuer les poursuites. Du coup, je suis très émue, je ressens beaucoup d'émotions que j'ai envie de vous partager de façon très brute, parce que c'est dur et parce que d'habitude quand je fais des épisodes, j'aime bien prendre le temps avant de faire un épisode pour essayer d'un maximum rationaliser mes émotions, pour essayer d'avoir du recul. Et je n'ai pas envie de le faire pour cet épisode-là. Et j'ai envie de vous parler même si je pleure parce que je trouve qu'on ne rend pas justice aux victimes de violences sexuelles quand à chaque fois qu'une personne concernée en parle, elle est toujours très rationnelle, elle fait preuve d'une grande résilience parce que la vérité, c'est que le parcours de déposer plainte et la finalité de voir sa plainte classée sans suite, ça fait mal. Ça fait très très mal. Et j'ai envie de vous partager ça et j'ai envie de vous partager toute ma vulnérabilité. Donc pour cet épisode, je vais commencer par vous raconter comment est-ce que j'ai su que ma plainte elle a été classée et ensuite j'ai envie de vous raconter juste toutes mes émotions et tout ce que je ressens depuis 4 semaines. Il y a un mois, mon père m'appelle sur WhatsApp et il me dit Aïcha, il y a des notes vocales qui circulent au sein des groupes WhatsApp de la famille dans lesquels on entend ta belle-mère, donc celle qui t'a violée, célébrer avec ses enfants parce qu'apparemment ils auraient reçu un courrier recommandé chez eux qui leur informe que ta plainte elle a été classée sans suite et qu'on ne va pas du coup continuer les poursuites contre ta belle-mère. Quand mon père me dit ça, je tombe des nues, mais en fait, je n'y crois pas. Je lui dis, mais papa, c'est impossible. C'est sûr que c'est un papier que ma belle-mère, dans sa grande criminalité, a falsifié pour essayer de laver son image auprès de la famille. Je lui dis, papa, je regarde tout le temps ma boîte aux lettres, je consulte tous mes courriels, je n'ai jamais manqué un appel de la police. Donc c'est impossible que dans un pays comme la France, le violeur soit prévenu qu'on arrête les poursuites contre lui et que moi, la victime, on ne me dise rien. Je rigole même quand je parle avec mon père parce que je trouve que c'est tellement absurde que c'est évident que c'est pas possible. Je raccroche avec mon père et malgré le fait que pour moi, je suis persuadée à ce moment-là que c'est faux, ma plainte elle a pas été classée, eh bien je me dis quand même il faut que je vérifie. Et du coup, je décide, quand je raccroche avec mon père, je décide d'appeler le commissariat de police qui s'occupe de mon dossier. J'appelle même directement l'enquêtrice qui était chargée de cette affaire-là. Et sauf qu'il est 22h, elle n'est plus à son bureau, du coup, l'appel bascule vers l'accueil. Du coup, j'ai au téléphone un policier qui me dit « Oui, mademoiselle, je me souviens de vous pendant la confrontation avec votre belle-mère, j'espère que vous allez bien. » Sur l'ordinateur, il y a écrit que l'enquête de police est terminée. Et que du coup, là, votre dossier, il est chez le procureur de la République. Et je lui demande ce que ça veut dire et il me dit, écoutez, quand la police finit de faire son enquête, elle transmet le dossier au procureur de la République et le procureur de la République va regarder les éléments du dossier, en principe, et il va décider si on continue la poursuite et donc on va devant le juge, ou alors si c'est un classement, ou alors s'il y a un non-lieu. Quand le policier me dit ça, il me dit, en fait, nous, à la police, on n'a plus aucun moyen, mademoiselle, de vous dire ce qui en est de votre dossier. C'est à vous de vous déplacer au tribunal judiciaire de Nanterre, puisque c'est la police du 92, et eux vont pouvoir vous dire si oui ou non votre plainte elle a été classée, qu'en est-il du dossier, etc., etc. Et je lui dis, je pleure au téléphone et je lui dis, monsieur le policier, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi ma plainte elle a été classée. Et apparemment, ma belle-mère qui m'a violée, elle a été prévenue que la plainte elle était classée. Et il me dit, écoutez, d'après mon expérience, vous avez déposé plainte le 28 mars 2024, la confrontation avec votre belle-mère a eu lieu en décembre 2025, là on est en mai 2026, vous n'avez toujours pas eu de nouvelles. Je pense sincèrement que votre plainte a été classée. Mais il ne faut pas que vous puissiez vous en vouloir parce que mademoiselle, le procureur de la République classe 7 à 10 dossiers de viol par jour. Et au vu de ce que vous me racontez, je pense que votre dossier figure parmi ces plaintes classées.
Il me dit « mais allez quand même demain au tribunal judiciaire de Nanterre ». Je raccroche au téléphone avec le policier et je commence à pleurer. Je commence à crier toute seule dans ma maison et je me dis mais c'est pas possible. Et en fait je pleure et en même temps je rigole parce que je me dis mais non, c'est tellement absurde. Évidemment qu'on m'aurait prévenu, évidemment que quelqu'un aurait pris la peine de m'appeler pour me dire Aïcha, ta plainte elle a été classée. Et du coup je m'endors et je me réveille à 10h le lendemain matin et je vais au tribunal judiciaire de Nanterre. Le trajet jusqu'à chez moi, c'est à peu près, de chez moi jusqu'au tribunal, c'est à peu près 45 minutes. Et du coup, j'ai passé 45 minutes à marcher à 2 à l'heure. Je tremblais. Je marchais dans le métro, je me suis même fait bousculer par des gens qui me disaient « Putain, marche plus vite, nanana ». Mais j'étais tellement dans mes émotions, j'avais tellement peur, j'avais l'impression que... Je sais pas, comme si on m'avait condamnée à mort et que là, je venais pour qu'on puisse m'exécuter, vous voyez. J'ai vraiment eu ce sentiment-là. Quand j'arrive au tribunal judiciaire de Nanterre, j'arrive à l'accueil et je suis entre un mec qui vient contester une amende et une femme qui vient demander pourquoi elle n'a toujours pas de nouvelles de son mari qui est en garde à vue. Et déjà, je me sens submergée parce que j'ai peur de ce qu'on va me dire, mais en plus de ça, t'es dans un immense brouhaha de personnes qui crient, de personnes qui se fâchent, de personnes qui pleurent et tout ça c'était très difficile comme moment. Quand c'est mon tour, je dis au monsieur de l'accueil que j'aimerais parler au procureur de la République. Et il me regarde et il rigole et il dit « Haha mademoiselle, on parle pas au procureur de la République comme ça en fait, c'est moi qui vous dis ce que vous avez besoin de savoir ». Et du coup, j'explique au monsieur que je suis là parce que j'ai déposé plainte en 2024 et que pour viol, et que ma plainte pour viol, on me dit que c'est chez le procureur de la République. Donc je veux savoir où en est mon dossier. Et je pensais que comme j'avais dit que c'était une plainte pour viol, peut-être pour mon bien-être, pour ma paix, pour m'apaiser, on allait me mettre dans une salle à part. Et j'allais pas rester au milieu du mec qui crie de son amende. Et en fait, non. Je fais la queue comme tout le monde. Au bout de 10 minutes à chercher sur son ordinateur, il me regarde et il me dit « Votre affaire a été classée ». Et je lui dis « Pardon ?» Et il me dit « Votre affaire a été classée sans suite parce que le procureur de la République a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments matériels. » Et je le regarde et je lui dis « Pardon, monsieur ?» Et en même temps... je sens mes jambes qui commencent à devenir toutes molles, donc je m'accroche à la barre de l'accueil. Et il me dit « Je suis désolée mademoiselle, mais on ne va pas y passer la journée. Votre plainte est classée sans suite. Je vous donne la feuille du procureur. » Et là, il me donne la feuille. Et je me mets à pleurer. J'oublie qu'il y a des gens autour de moi qui attendent aussi pour avoir des réponses à leurs questions. Je me mets à pleurer devant l'accueil, je tremble, j'arrive pas à tenir la feuille qu'on me tend. Et c'est un monsieur de la sécurité qui intervient, qui me soulève, qui m'emmène dans une salle un peu reculée, il me donne de l'eau et je pleure comme un gros bébé, je pleure comme une enfant, j'avais tellement mal au cœur. Et je pleure et je dis au monsieur de la sécurité, je vous jure monsieur, qu'elle m'a violée quand j'étais petite, pourquoi c'est classé sans suite ? Et le monsieur, il me dit, écoutez, calmez-vous mademoiselle, je vais chercher un avocat qui doit être dans les parages, que je connais très bien, et il va pouvoir peut-être vous aider par rapport à cette affaire-là. J'essaye de garder mon calme, en même temps, j'ai l'impression que le monde est en train de tourner, je sens que là, à tout moment, je peux un peu perdre connaissance, là, je ressentais beaucoup trop d'émotions. Et le monsieur de la sécurité arrive avec un avocat, l'avocat me tend des mouchoirs, et il me dit... écoutez mademoiselle, vous savez ça arrive malheureusement, la plupart des dossiers en France, 97% des dossiers pour viol, des plaintes pour viol sont classés sans suite. Et moi je suis avocat pénaliste et la plupart des dossiers pour viol que je défends ont commencé par un classement sans suite. Mais le classement sans suite, c'est pas une fin en soi. Parce que il y a d'autres procédures. Vous pouvez vous constituer partie civile, comme ça vous forcez un juge à examiner le dossier, mais il faut payer en fonction de vos revenus un certain montant pour montrer que vous êtes vraiment volontaire et que vous voulez vraiment aller jusqu'au bout de cette procédure. Mais il y a des solutions. Arrêtez de pleurer, enfin pleurez si vous en avez besoin, accusez le coup quelques jours, je vous donne mon numéro de téléphone et quand ça ira mieux, vous allez appeler mon cabinet. Et je lui dis merci.
Je fais un câlin au monsieur de la sécurité, je lui dis merci beaucoup et je m'en vais. Je sors du tribunal judiciaire de Nanterre comme ça, avec mon sac à main qui traîne par terre. Et j'ai la tête vers le bas et je regarde juste mes pieds et je marche très doucement. Et quand je suis sortie du tribunal judiciaire de Nanterre, j'ai marché même pas 20 mètres et j'ai trouvé un parc. Et je me suis assise par terre. Et après, je me suis couchée dans l'herbe. Et ensuite, j'ai pleuré. Et ensuite, j'ai sorti mon téléphone. Je suis allée dans mes notes. Et j'ai écrit une lettre de suicide. J'ai écrit une lettre d'adieu. J'ai mentionné toutes les personnes que j'ai connues sur cette terre, dans cette vie, certains même professeurs. Et j'écrivais que je me sentais abandonnée et que c'était injuste et que j'avais honte. Parce que à ce moment-là, je fais que repenser à tout ce que ça m'a coûté de déposer plainte. Et vous voyez, quand j'ai déposé plainte, ma famille était contre, mon père était contre, mais moi j'étais persuadée que j'allais obtenir la justice des hommes, que j'allais obtenir la justice. Et un jour, mon père, il m'avait dit, Aïcha, tu sais, Dieu, il ne dort pas. Dieu, il est avec les innocents. Si vraiment ta belle-mère, elle t'a fait souffrir et elle t'a fait ce que tu dis qu'elle t'a fait, alors elle ira en prison. Et quand je vois le papier classement sans suite parce que pas suffisamment d'éléments matériels, quand j'écris cette lettre de suicide, je me dis, les hommes m'ont abandonnée et même Dieu m'a abandonnée. Donc qui suis-je, moi, Aïcha, pour penser que j'ai encore ma place avec les autres? Ah! Et j'étais hyper triste parce que je suis quelqu'un qui aime la vie. Vous voyez, je passe mon temps à rigoler. Et écrire cette lettre, je ressentais un tellement grand vide. Et c'est ça qui était le plus inquiétant, c'est que j'avais pas de la tristesse. J'avais même pas de la colère. J'étais juste épuisée. Je ressentais un vide. J'avais l'impression que je venais de me réveiller de 26 heures de sommeil. Et le moment où je finis d'écrire ma lettre, je regarde le ciel et en fait mon téléphone sonne. Et c'est la maman de ma meilleure amie. Pardon, qui m'appelle et qui me dit Aïcha, je suis au travail. Je sais pas pourquoi, mais un truc m'a dit de t'appeler. Comment tu vas, ma puce? Et là, je me mets à pleurer. Je suis contente d'entendre la voix d'une maman. Je me mets à pleurer. Et je lui explique que je suis allée au tribunal, que j'ai prévenu personne de mon entourage et que ma plainte, elle a été classée sans suite. Et je l'entends au téléphone renifler, elle pleure aussi. Et elle me dit, Aïcha, c'est pas parce que ta plainte, elle a été classée sans suite que ça veut dire qu'on ne te croit pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas vécu ces viols-là. Ça ne veut pas dire que tu es une menteuse. C'est juste que la justice, elle est un peu défectueuse. Et en plus de ça, malheureusement, mon chaton, une plainte pour viol, c'est souvent parole contre parole, surtout quand on parle de faits d'inceste qui remontent à longtemps. Et toi, tu n'as pas eu ta famille pour t'accompagner. Et elle me dit, essuie tes larmes, rentre à la maison, je te prends un Uber si tu veux, mais rentre à la maison en sécurité et je te rappelle. Et d'un coup, je me sens bien, je me sens plus seule et j'arrive chez moi et une de mes très très bonnes copines arrive à la maison et dès que je la vois, je pleure dans ses bras. Je pleure dans ses bras, je pleure sur ses genoux. Et elle me caresse la tête, elle me dit Aïcha, ça va aller. Et puis tu sais, l'avocat, il t'a dit qu'il y a des solutions, il t'a dit que c'est pas mort, que ta belle-mère, il y a encore un monde où elle finit en tôle, Aïcha. Ne t'en fais pas, ne pleure pas, ne sois pas triste. Quand ma copine, elle me dit ça, je réponds même pas. Parce que je sais qu'elle veut me réconforter, je sais que ce qu'elle dit, c'est vrai aussi. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression qu'elle ne peut pas comprendre l'ampleur du désespoir et l'ampleur de la tristesse et de la solitude dans laquelle ce verdict me replonge, vous voyez. Déposer plainte, c'est très difficile.
Moi, j'ai déposé plainte le 28 mars 2024 dans un commissariat parisien. Et quand je suis arrivée pour déposer plainte, de base, je suis venue pour déposer plainte pour agression sexuelle. Parce que dans ma naïveté ou dans mon déni, je pensais que tous les actes de torture que ma belle-mère elle m'avait fait, c'était des agressions sexuelles. Et il a fallu que le policier qui prenait ma plainte s'arrête, il me tient la main et il me dit « Mademoiselle, ce que vous êtes en train de décrire, ça s'appelle des viols. Et puis, ça s'appelle aussi des actes de torture. Et en fait, vous venez déposer plainte pour agression sexuelle, mais moi, je vais rajouter dans la plainte violence volontaire sur mineur parce que votre belle-mère est barbare. » Et quand il me dit ça, j'ai 24 ans et je conscientise qu'en fait, c'est vrai que c'est grave ce que j'ai vécu et que c'est pas des agressions et que c'est pas de la violence, c'est de la torture, c'est de la barbarie, ça s'appelle des viols. C'est tellement important d'utiliser les bons mots. Et quand je suis sortie de ce commissariat de police, 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel masqué d'une autre unité de police qui m'informe que l'affaire était tellement grave que ma plainte a été déplacée à la brigade de sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, section brigade des mineurs, et que du coup, il faut que je revienne pour un complément de plainte. Et je suis repartie 2 jours plus tard. Et je suis arrivée à 10h au commissariat et je suis repartie à 18h30. Pour raconter toutes les horreurs que j'ai vécues quand j'étais enfant, il a fallu 8h30. 8h30, c'est énorme et c'était très fatigant pour l'âme. Et je n'oublierai jamais que quand je suis arrivée à la brigade des mineurs, l'enquêtrice qui m'a reçue, adorable, gentille, humaine et une femme, elle était entourée de plein de jouets d'enfants. De Barbie, de poupées, de doudous, de nounours. Et je me rappelle que quand je m'installe dans ce bureau-là, je rigole et je dis « mais j'ai 24 ans, je suis plus une enfant, j'ai pas besoin d'avoir des jouets ». Et je vous jure les bons copains, qu'au bout de la 3e heure à décrire les viols, en fait, je prenais la poupée et je jouais à la poupée. Et je lui brossais les cheveux parce que le temps de ces 8 heures d'audition, j'étais redevenue la petite Aïcha toute seule, sans famille. Et j'oublierai jamais cette scène-là. Vous savez, les questions pour les dépôts de plainte de viol, les questions parfois peuvent être très difficiles à entendre et à répondre quand on a été victime. Parce que tu te justifies pendant des heures et tu expliques pourquoi est-ce que quand ta belle-mère te violait, tu n'as pas eu le courage de dire non. Tu dois expliquer quelle est la couleur du pyjama que tu portais en 2007 quand tu expliques qu'elle te violait dans la salle de bain. Tu expliques pourquoi est-ce que tu n'as pas eu le courage d'aller voir un adulte pour lui prévenir que dans ta maison, on te fait souffrir des choses aussi terribles. C'est très difficile, évidemment, je sais que la policière, elle ne me disait pas ça pour me faire du mal, mais c'est des questions qui sont importantes. Mais c'était tellement violent. Et pourtant, je l'ai traversé ça, et toute seule. Et puis vous voyez, je pensais que le plus dur, c'est de déposer plainte, c'est de parler. Et la réalité, dans mon cas, c'est que le plus dur, ça a été le dépôt de plainte. Parce que après le dépôt de plainte, ma famille m'a totalement tourné le dos. Quand j'ai dévoilé que j'avais vécu l'inceste en 2024, je pouvais plus vivre dans la même maison que ma belle-mère et mes demi-frères et sœurs. Du coup, j'étais à la rue. Et la condition pour que mon père m'envoie de l'argent pour que je trouve un appartement, c'est qu'il faut que je me sépare de mon ex-copain de l'époque qui est blanc, qui est catholique et qui fait de la musique, donc qui est l'incarnation même de tout ce que mon père déteste. Et quand mon père me dit « je t'envoie de l'argent si tu te sépares de ce copain-là », je lui dis « mais mec, garde ton argent, je veux rester avec lui, moi je l'aime ». Et au final, mon père m'a quand même envoyé cet argent-là. Mais c'était beaucoup de combats vraiment dans la famille. J'ai eu l'impression, en déposant plainte, que je déposais plainte contre vraiment toute la famille parce que toute ma famille s'est sentie agressée. Et tout le monde a ressenti le besoin de faire barrage et de défendre ma belle-mère parce qu'il faut protéger notre nom de famille. Mon père, il m'a dit « Aïcha, c'est la honte
de s'être fait violer. C'est la honte en plus parce que celle qui t'a violée, ça a été ma femme et c'est la mère de 6 de mes enfants, Aïcha. Tu ne peux pas parler de ça à la police, tu ne peux pas parler de ça dans ton podcast, c'est la honte. Et dans tous les épisodes, je dis je m'appelle Aïcha, mais en réalité, mon prénom en entier, c'est Aïchata, trait d'union, SY-Si, donc je m'appelle Aïchata Si. Et le Si que j'ai dans mon prénom représente l'ethnie de mon père. Donc nous, on est des Peuls et on est des gens nobles parce que mon père nous a toujours élevés en nous disant que les Si, c'est la noblesse. On marche toujours droit, on ne montre jamais nos failles. Et il me disait, Aïcha, tu dois être digne de ton Si. Et si tu vas déposer plainte, et en plus t'en parles sur YouTube, tu n'es pas digne, tu n'as pas de dignité. Il me disait aussi, mon père, Aïcha, mais pense à tes demi-frères et sœurs. Tu te rends compte, tu exposes ce que leur mère t'a fait, c'est méchant Aïcha. Parce que eux, comment vont-ils marcher dans la rue? Et tu te rends compte, si elle va en prison, tu vas arracher la mère de tes demi-frères et sœurs avec qui tu as grandi pendant 24 ans. Aïcha, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Attends la justice de Dieu. Laisse Dieu faire son œuvre. T'en fais pas. Marie-toi et des enfants. Et ça, c'est la vraie revanche, Aïcha. Et quand mon père me disait ça, pour moi, j'ai l'impression qu'il est fou de me dire ça. Il est inconscient de me dire ça. Il est méchant de me dire ça. Tu me parles pendant 1 heure des enfants de la belle-mère, à aucun moment tu me parles de moi et de ma peine. Et tu oses me dire que ta peine est plus grande que la mienne. C'est terrible. Quand j'ai déposé plainte, après j'étais à la rue, vous voyez. Je pouvais plus habiter dans la même maison que ma belle-mère et ses enfants. Donc j'ai habité chez un ex-copain. Je faisais que des cauchemars. Je me réveillais la nuit et je pleurais. Je pleurais aussi parce que mes demi-frères me manquaient. J'ai passé 24 ans de ma vie avec eux, ils me manquaient. Et vous voyez, avant de partir de la maison, j'ai écrit une lettre que j'ai envoyée à chacun de mes demi-frères. Où dans la lettre, j'explique que je les aime de tout mon cœur. Et que ce que leur mère m'a fait n'enlève rien en l'amour que je ressens pour eux. Et la réponse que j'ai eue, c'est des menaces, c'est des insultes. Et je vivais tout ça toute seule. J'étais en couple, mais je vivais ça vraiment toute seule. Ce qui faisait que j'avais plus l'énergie d'aller au travail. Ma demi-sœur, la fille aînée de ma belle-mère, appelait mes anciens tafs pour me menacer. J'avais plus d'argent du coup, puisque les tafs, vu que je faisais que des arrêts maladie parce que j'étais pas bien, ils me viraient, donc j'avais plus d'argent. Du coup, j'avais honte déjà de ma situation et du coup, je n'osais pas dire à mon copain, écoute, là j'ai mes règles et il me faut 4 € pour aller acheter des serviettes hygiéniques. Donc je mettais du papier toilette dans ma culotte. Je suis partie, j'avais pas de vêtements, donc je portais les vêtements de mon ex-copain. Je portais ses caleçons. C'était très déshumanisant. Le parcours après dépôt de plainte, pour moi, il a été très dur. Très dur. Très dur. Et vraiment, je ne sais pas par quelle force mentale j'ai tenu, mais j'avais l'impression d'être la poubelle du monde. Mais malgré tout ça, je me raccrochais au fait que j'allais obtenir justice. Maintenant que j'ai parlé, je vais obtenir justice, c'est sûr. Et là, j'apprends que ma plainte elle a été classée sans suite. Ça m'a fait l'effet d'une gifle. Dans mon cerveau, ça m'a envoyé le message que Aïcha, ta vie ne compte pas. Le mal qu'on te fait ne compte pas. Tant pis, la vie continue pour tout le monde. Et toi aussi, sinon t'as qu'à mourir, tant pis. Et c'était tellement violent. Et vous voyez, entre le moment où je dépose plainte et aujourd'hui, je retourne au commissariat de police peut-être 5-6 fois pour faire des compléments de plainte parce que les policiers veulent me réentendre sur telle chose que j'ai dit, sur tel machin. Et c'est aussi un poids pour toi, victime, parce qu'il faut que tu te souviennes que si tu as dit à la police que quand tu avais 7 ans, tu te souviens que ton t-shirt était violet et que 8 mois plus tard, tu arrives et tu dis peut-être qu'il était rose, et les paroles contradictoires jouent en ta défaveur, pas vis-à-vis des policiers, mais vis-à-vis de la défense de la personne que tu accuses, parce qu'ils vont te dire, si tu n'es pas capable de te souvenir laquelle couleur était ton t-shirt, comment peux-tu être capable de dire qu'elle t'a violé, vous voyez ? Et c'était très difficile et je ne l'ai pas dit dans les épisodes parce que l'enquête était en cours, mais sachez qu'en décembre 2025, la police a mis en garde à vue ma belle-mère.
Donc 2 jours avant la mise en garde à vue de ma belle-mère, je reçois un appel masqué de la police qui me dit « Écoutez mademoiselle, on va procéder à la mise en garde à vue de votre belle-mère dans 2 jours. On ne vous dit pas l'heure pour des raisons de sécurité évidentes, mais voilà, il faut que vous soyez prête parce que il y aura la confrontation que vous avez accepté de faire. » Et la policière me dit « Prenez un avocat, venez avec un avocat parce qu'il est évident qu'elle sera accompagnée. » Et quand elle me dit ça, je cherche sur internet un avocat. Je ne peux pas demander l'aide juridictionnelle parce que, petite parenthèse, mais l'aide juridictionnelle, c'est quand l'État te paye tes frais juridiques, judiciaires et tout ça. Parce que le délai est trop juste, en 2 jours, parce qu'il faut envoyer un dossier papier et toutes ces choses-là. Donc en fait, je regarde des avocats, j'appelle des avocats qui coûtent tous hyper cher pour m'accompagner à la confrontation. Et je trouve un avocat qui coûte 300 €. Sauf que moi, à cette époque-là, je travaille, je suis hôtesse d'accueil dans une entreprise et je gagne 1 300 €. Et quand je finis de payer mon loyer et mes charges, il me reste même pas 200 € pour vivre. Et là, je ne savais pas de quelle façon j'allais pouvoir trouver cet argent. Donc j'appelle ma mère et je lui dis « Maman, voilà, il y a la confrontation, il y a un avocat qui accepte de m'accompagner pour 300 €, mais ma mère, financièrement, impossible de débloquer 300 €. Et je ne pense même pas à appeler mon père parce que mon père, il a le seum que, en fait, depuis 2024, je reste en France, je ne retourne pas au Mali, je ne vais pas le voir, je m'entête à rester en France, à faire mon podcast et toutes ces choses-là, alors qu'en fait, je devrais rentrer dans les cases de cette famille et retourner au Mali. Donc pour moi, je sais déjà que si je lui demande, il va me dire non. Du coup, ce que je fais, c'est que je commence à travailler au black. Pendant 2 jours, au bar à côté de chez moi, je travaille au black et le propriétaire, le responsable du restaurant, me donne de l'espèce et au bout de 2 jours, je réussis à réunir 300 €. Du coup, je vais chez cet avocat à Porte de Clignancourt. L'avocat me donne de l'argent, enfin prend l'argent comme ça et il me dit « je serai là lundi, il n'y a pas de problème ». C'était très dur, hein, c'était très dur. Le jour de la confrontation, j'écris cette lettre. Vous voyez, cette photo, c'est une photo de moi bébé et c'est la première photo que j'ai vue de moi quand j'étais bébé. Et j'ai imprimé cette photo parce que quand j'ai vu cette photo pour la première fois, je me suis rappelé que avant que les viols commencent quand j'avais 3 ans, fut un temps où j'étais juste un bébé innocent qui vivait, qui était un bébé. Et cette photo me procure toujours beaucoup d'émotions quand je la vois. Et le jour de la confrontation, je suis tellement stressée que ça me déclenche mes règles. Parce que je comprends que je vais devoir confronter et affronter ma belle-mère qui a représenté, qui a été pendant des années et des années mon plus grand cauchemar. Et là, je comprends que je vais être en face d'elle. Même s'il y a des policiers et qu'elle ne pourra pas me gifler ou me frapper comme elle le faisait quand j'étais petite, j'avais quand même peur. Du coup, pour me donner du soutien, j'imprime cette photo et j'écris cette lettre. Et en fait, j'écris cette lettre à la petite Aïcha qui avait, je sais pas, 1 an sur cette photo. Et je dis... on est aujourd'hui le 9 décembre 2025. Aïcha, tu es ton propre père, ta propre mère, ta propre sœur. Tu vas t'en sortir. Tu as en toi une force infinie d'amour, de bonté. Cette femme qui a voulu te faire du mal n'a jamais réussi à voler ta lumière. Aujourd'hui, tu rassembles toutes tes forces et tu vas au commissariat pour te rendre justice. Ne t'en fais pas, la justice est de ton côté. Je plie cette feuille comme ça, comme elle est pliée, et je la mets dans la poche de ma chemise côté cœur. Je vais à la confrontation et la confrontation devait avoir lieu un lundi. Et au final, ma belle-mère, elle fait une tentative de suicide dans sa cellule. Je vois juste qu'il y a des ambulances, je ne vois pas qui on met dans l'ambulance et puis l'enquêtrice vient me voir. Et elle me dit « Je suis désolée Aïcha, je sais que ça fait 6 heures que t'attends parce que j'avais rendez-vous à 10 heures et on vient me voir à 16 heures. » Et elle me dit « Elle est à l'hôpital. Du coup, ce sera pas aujourd'hui. » Et quand l'enquêtrice, elle me dit ça, je me mets à genoux et je lui attrape les pieds. Elle me dit non, surtout pas, relève-toi. Et je lui dis pitié, elle ment, elle ne va pas mourir, elle ne peut pas mourir avant de m'avoir confrontée, c'est pas juste. Et la policière, elle me dit non, elle va pas mourir et t'en fais pas. Légalement, je suis obligée de l'emmener quand même à l'hôpital. Mais une fois que le délai de l'hôpital est terminé, on refait la garde à vue. Du coup, je pars. Et je suis tellement stressée que ça me redéclenche mes règles. Je crois qu'en 4 jours d'attente, j'ai eu mes règles tous les jours en fait, alors que je les avais déjà eues au début du mois. Enfin, même mon corps en avait pris un gros coup. Et finalement, vient le jour de la confrontation. Et mes 2 meilleures copines viennent
au commissariat avec moi. Et quand j'arrive au commissariat, je tombe sur mes demi-frères et sœurs que j'ai pas vus depuis 2 ans, qui me regardent mal, qui me toisent, qui rigolent entre eux. La police intervient et ils nous enlèvent pour pas qu'il y ait d'échange et ils m'emmènent à l'endroit où il doit y avoir la confrontation. Les bons copains, la confrontation a commencé à 11h et je suis sortie du commissariat de police à 19h45. Ma pauvre meilleure amie qui est restée je sais pas combien d'heures toute seule à m'attendre. L'autre, elle était là aussi, après elle a dû partir vers 15h pour aller au travail. Mais c'était terrible. Pendant cette confrontation, je vais pas vous décrire tout ce qui a été dit puisque c'est très long, mais grosso modo, elle a nié les viols. Elle a dit devant la police qu'elle m'a toujours aimée, toujours choyée. Elle a justifié les violences physiques, le tabassage, le piment dans le vagin, m'électrocuter avec la rallonge, me gifler, allumer le gaz pour me brûler, en disant que en Afrique, c'est comme ça qu'on corrige les enfants. Elle a nié les viols aussi sur les autres victimes. Je sentais dans les questions que la police essayait de la coincer. Parce que vous voyez, quand on fait une garde à vue, il y a une perquisition à son domicile, on a pris son téléphone, on a regardé dans les messages, et les policiers voyaient que la dynamique par message qu'il y avait entre elle et moi quand on était encore ensemble, quand on vivait ensemble, n'était pas normale. Et elle se justifiait en disant que mais moi, j'étais comme sa meilleure amie. Et je me souviens de la policière qui disait « Mais vous n'aviez pas à être sa meilleure amie, vous deviez être sa mère en fait ». Et plein de choses. Ma belle-mère dit aussi qu'elle ne pense pas que je sois la fille de mon père parce que ma mère, quand elle se marie de force, quand on la marie de force à mon père et qu'elle a 15 ans, elle ne saigne pas le jour de sa première fois. Donc elle suspecte que je suis même pas la fille de mon père. Elle justifie mon dépôt de plainte en disant que j'ai fait un complot avec mon père et que je suis très jalouse d'elle et que c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux la voir plus bas que terre. C'était ahurissant. J'ai pas fait pipi, j'ai pas bu et j'ai pas versé une larme. Pas une larme. Et ma belle-mère, parfois, elle se retournait pour essayer de me regarder droit dans les yeux. Et je ne baissais pas la tête. Et je la regardais droit dans les yeux. Et quand même, la policière lui a confronté sur le fait que pourquoi est-ce qu'il y a des échanges avec certains de ses propres enfants où ils disent que ils savent que Aïcha ne ment pas et que tu lui as fait ce qu'elle dit que tu lui as fait. Pourquoi ses propres enfants disent ça par message? Elle ne veut pas répondre. Et elle est accompagnée d'un avocat. Les gars, ça m'a fait très mal aussi. Elle était accompagnée d'un avocat qui a son cabinet prestigieux, que je connais, puisque quand j'étais en fac de droit, ce cabinet-là, je voulais faire un stage là-bas, où genre tu payes 6 000 balles l'avocate, pour une garde à vue, peut-être 3 000 balles. Elle était accompagnée de cet avocat-là, pendant que moi, mon avocat à 300 € que j'ai réussi à payer avec l'argent au black, dormait pendant la confrontation. C'était très dur. C'était très très dur. Quand la police comprend qu'on tourne en rond et que ma belle-mère nie tout et que dès que c'est une question un peu dérangeante, son avocat lui dit de ne pas répondre à cette question, et la police me libère. Ils me disent « Écoutez mademoiselle, rentrez chez vous ». Je rentre, je sors du commissariat. Dès que je vois ma meilleure amie, je me jette dans ses bras et je pleure. Et je lui dis « Léa, c'était très difficile ». Je lui dis « Léa, c'était trop difficile ». Et je lui dis « Léa, je suis fière de moi, j'ai pas pleuré. J'ai pas fait pipi, j'ai pas bu d'eau. Genre, je suis restée la tête droite. J'ai rendu justice à la petite Aïcha, je suis fière de moi. » Et elle aussi, elle pleure. Plus tard, j'ai appris que c'est mon demi-frère, le fils aîné de ma belle-mère, qui lui a payé son avocat. Et c'est le même qui m'a dit qu'il savait qu'elle m'avait violée, qu'il savait qu'elle ne me traitait pas de façon juste. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, toute ma famille, à différents degrés, que ce soit par l'indifférence ou les non-dits, ont protégé ma belle-mère. Et ça m'a fait très mal. Et je suis rentrée chez moi. Et je vais vous mettre une vidéo que j'ai filmée le lendemain matin de la confrontation. Je pleure beaucoup dans cette vidéo et je ne voulais pas la partager, mais en fait, je me sens obligée de la partager parce que c'est la réalité de ce que vivent les victimes quand elles se lancent dans un parcours pour obtenir justice. Et je ne veux pas édulcorer et je suis désolée parce que je ressemble à rien dans cette vidéo, mais voilà, je vous la mets. Salut les copains. Hier j'ai eu ma confrontation avec la femme qui a abusé de moi et tout ça.
Ça a duré 6 heures. Elle était à 1 mètre de moi. Elle a tout nié. Elle a vraiment tout nié. Elle a sorti un récit à la police en mode « J'étais trop sa fille, elle m'a trop bien traitée ». J'ai compris dans les questions de son avocat que ses enfants, ils ont tous témoigné contre moi. Alors qu'ils ont tous été témoins, genre des violences physiques, pas sexuelles, violences physiques. Quand elle m'a déshabillée, qu'elle m'a mis du piment dans le vagin, quand elle m'a déshabillée, elle m'a fouettée avec la rajonge électrique. C'est hyper deep, c'était hyper difficile. Elle a reparlé de ma mère, elle a nié les viols sur ma mère, elle a nié les viols sur les autres témoins. Je suis hyper fatiguée. Genre, je suis dans un pays, j'ai pas mon père, j'ai pas ma mère, j'ai pas de famille ici, à part mes meilleurs amis qui sont ma famille et leurs parents qui m'ont pris comme une enfant. C'était tellement difficile. Elle était là, elle faisait genre, devant la police, elle faisait comme si elle était quelque chose de fragile. Comme si elle était genre quelque chose de précieux, alors que cette femme, c'est le diable. Et je suis là, j'ai pas pleuré une seule fois devant elle. Je suis restée forte pendant les 6 heures. Mais quand je me suis levée pour partir, j'avais les jambes qui tremblaient. J'avais tellement mal au ventre. J'étais tellement fatiguée. J'étais épuisée. J'ai décidé de me rendre justice pour moi. Mais pour moi, enfant. Mais je suis toujours toute seule. Ça fatigue. Je suis genre épuisée. J'arrête pas de repenser à une scène de viol en particulier où elle me met entre ses jambes, elle me dit de lui faire un cunnilingus. J'ai 5 ans. Elle est enceinte de mes petites sœurs jumelles. Je lève la tête parce que j'ai mal à la bouche. Mais je vois même pas ses yeux, je vois juste son ventre de femme enceinte. Et pourtant, quand elle a accouché les jumelles, je les ai tellement aimées. Pendant que moi, j'avais genre les 4 mêmes culottes qui se battaient en duel dans mon sac de vêtements parce que j'avais pas d'armoire, parce que je dormais sur le tapis du salon. Et eux, ils ont témoigné contre moi. J'ai pas choisi de venir sur Terre. Mais je suis arrivée, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis au final, pour que tout ça, c'est trop. Je sais qu'elle va pas dormir en cellule, elle faisait trop la meuf malade du coin. C'est genre injuste, j'ai envie de vomir. Mais si j'abandonne maintenant, qui va me rendre justice? Je suis fatiguée. Je vais... Faut que j'aille dormir. Pitié. Que genre la justice me rende justice. C'est une vidéo qui est très dure à regarder. Merci pour ceux qui l'auront regardée jusqu'au bout. Mais je tenais à vous la mettre. C'est une vidéo que j'avais faite pour ma story privée Instagram avec tous mes meilleurs copains. Parce que je ne voulais voir personne en vrai. Mais je vous la mets parce que je trouve que ça montre et la détresse que je ressentais à ce moment-là. Et aussi, ça permet, parce que dans beaucoup de commentaires de ma vidéo, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit comment tu fais pour raconter ça avec autant de calme, avec autant de détachement, c'est impressionnant et tout ça. Pour arriver à raconter ça comme ça, c'est que je suis passée par des moments comme cette vidéo où en fait rien que le dire me fait littéralement vomir. Donc je veux vous montrer en toute transparence ce que c'est et ce par quoi je suis passée et ce peut-être par quoi certaines personnes qui regardent cette vidéo sont passées aussi. Dans cette vidéo, je pleure aussi beaucoup parce que j'ai compris pendant la confrontation
que mes demi-frères et sœurs avec qui j'ai grandi ont été auditionnés par la police et ils ont tous nié. Donc pour ceux qui se demandaient dans les commentaires comment est ta relation avec tes demi-frères et sœurs, il n'y en a pas. Ils m'ont véritablement abandonnée, mais plus qu'abandonnée, je dirais que ils ont menti à la justice. Et ce qui m'a fait mal, c'est qu'il y a une scène de viol en particulier. Quand je l'ai racontée 17 fois pendant la confrontation, parce que son avocat, l'avocat de ma belle-mère, faisait que me dire de répéter les scènes de viol. Il faisait que me dire « vous pouvez détailler ça, vous pouvez détailler ça ». Et au début, je le détaillais, et au bout de la 10e fois où tu me redemandes de détailler comment ton client me violait, en fait, j'ai l'impression que tu veux juste me mettre dans un état de détresse émotionnelle très grand. Et du coup, devant l'avocat, devant la police, j'ai dit « je ne répondrai plus à cette question. Si vous avez envie d'avoir plus de détails, lisez tous les dépôts de plainte, tous les PV que j'ai faits, mais moi, je ne vais pas vous en dire plus parce que là, qu'est-ce que vous cherchez à me faire faire là? Dans une plainte pour viol, ce qui peut t'aider, c'est toutes les personnes de bonne foi et qui sont honnêtes, qui vont venir à la police et attester que moi j'ai vécu ça, similaire à Aïcha, ou alors je suis témoin que Aïcha a vécu ça, ou alors je suis témoin qu'Aïcha m'a dit en 2018 que da. Et c'est ce qui va constituer des éléments de preuve. Et moi, je vais pleurer. Ma belle-mère, tous ses enfants ont nié. Alors qu'ils étaient témoins des scènes de violence. Ils étaient là dans tout un tas de violences parce que ma belle-mère aimait m'humilier en public. Et ils étaient là. Et tous ces enfants-là ont quand même tout nié. Alors que moi, dans mon dossier de mes témoins, j'avais mon meilleur ami Arthur, mon meilleur ami Malo, j'avais mon ex-copain, chez qui j'avais habité et tout ça, qui était là et qui avait été témoin de certaines violences que ma belle-mère m'avait faites. J'avais le témoignage de ma mère qui expliquait qu'elle-même, elle avait aussi vécu des viols et qu'elle-même, elle avait été aussi maltraitée par ma belle-mère. Il y avait le témoignage de la nièce de ma belle-mère qui expliquait, la nièce de ma belle-mère, qui expliquait qu'elle aussi, sa tante, qui est ma belle-mère, la violait quand elle était petite et que c'est pour ça qu'elle s'est enfuie en France. Et c'est tout. Il n'y avait personne d'autre. Et pour les autres victimes de viol de ma belle-mère, elles ont accepté par sacrifice de venir au commissariat faire un témoignage. Ma mère, elle habite au Canada, donc elle a fait son témoignage à distance. Et la nièce de ma belle-mère, elle habite en France, mais elle ne voulait pas parce qu'elle est très atteinte psychologiquement et elle a toujours peur de ma belle-mère. Donc elle ne voulait pas transformer son témoignage en dépôt de plainte. Et la police l'a un peu suppliée en lui disant « écoute, il faut que ton témoignage, il faut que ce soit un dépôt de plainte pour que ça ait plus de poids ». Mais la pauvre, elle n'a pas eu la force. Et dans les témoins de mon côté, il n'y a même pas mon père. Et quand j'ai confronté mon père et que je lui ai dit « mais papa, tu n'as pas témoigné, tu sais quel message violent tu me renvoies ?» Mon père, il a dit « si la police m'appelle ou vienne me chercher, je vais venir. Mais moi-même, je ne peux pas, Aïcha, prendre mon téléphone et appeler la police parce que je suis le chef de famille et mon rôle, c'est de préserver la paix de la famille. » À mon détriment, du coup. C'était très difficile. C'est très difficile. Si ma plainte avait été classée sans suite, parce que pas suffisamment d'éléments matériels, mais mon père avait témoigné, ma mère avait transformé son témoignage en dépôt de plainte, et l'autre fille aussi, j'aurais peut-être eu, après avec des si on refait le monde, mais j'aurais peut-être pu au moins avoir le sentiment de réconfort. Ma propre famille m'a laissé en pâture. Comment je peux en vouloir à la justice française? C'est terrible. Aujourd'hui, ça fait du coup 1 mois depuis que je sais que la plainte a été classée sans suite. Je passe par tout un tas d'émotions. Depuis, pour être totalement honnête avec vous, depuis que j'ai appris le classement sans suite, j'ai jamais dormi seule. Parce que j'ai un peu peur. Parce que une fois que le bruit de la ville s'est éteint et que je suis toute seule, je me sens très très seule. Donc du coup, mes amis font des tours de relais pour dormir avec moi. Mon meilleur ami a quitté la Thaïlande, quitté Annecy pour venir dormir avec moi. J'ai vraiment de la chance. Depuis, la maman de ma meilleure amie, vous savez qui m'avait appelée au début, elle m'appelle tous les jours, peut-être 3 fois. Elle m'a emmenée dans un parc à Saint-Germain-en-Laye pour qu'on se balade au soleil. Et j'ai juste dormi sur ses genoux. Parfois, je pleure encore, comme là, parce que je me demande pourquoi.
Pourquoi ça a été classé sans suite? Pourquoi le procureur il a pris cette décision-là? Pour être totalement honnête, je sors aussi énormément et je fais beaucoup la fête, même dans l'extrême. Le soir où j'ai appris que le dépôt de plainte, que la plainte était classée, je suis sortie dans un bar avec la copine qui était avec moi et j'ai bu, mais genre dans l'excès, chose qu'il ne faut pas faire. J'ai bu dans l'excès de l'excès, juste pour, je sais pas, je voulais ressentir un état euphorique différent de la douleur que je ressentais. Je voulais combler quelque chose de vide en moi. Après, j'en ai payé le prix parce que j'ai vomissé tellement, je me sentais tellement pas bien qu'au final, c'était juste 0 pointé. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Du coup, j'essaye de prendre soin de moi. Enfin, j'essaye pas, je prends soin de moi. Je sors, je vais dans les parcs, j'écris beaucoup dans mon journal intime. Je suis dans une grosse période de réflexion, d'introspection. Au début de cet épisode, j'expliquais que j'avais écrit une lettre d'adieu, une lettre de suicide et tout ça. Je tiens à préciser et à clarifier que je ne veux pas glorifier la mort, ni le suicide, et que évidemment, si vous vous sentez dans une situation de détresse comme ça, parlez-en à un professionnel, parlez-en à un adulte, parlez-en à la famille, parlez-en à un ami, parlez-en même, je vous le jure, au boulanger de votre quartier. Je vous jure que les gens sont aptes à vous écouter aussi. Sans faire du trauma dumping comme ça, tu viens, tu dis pas bonjour, tu balances tout comme ça. Parlez-en, il y a des êtres humains, on n'est pas des animaux, on vit en communauté, vous voyez. Donc, utilisez cette communauté-là, criez dans votre chambre, criez dans un parc, criez, mettez vos écouteurs et chantez les paroles de Sexy Nana de Aya Nakamura à voix haute. Moi, ça m'aide, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'étais là, Sexy Nana. Ouais, bref. Du coup, toutes ces choses-là, faites-les. Mais il y a un truc à propos de moi, c'est que je suis très très têtue. Et moi, j'ai tellement rêvé de la vie de rêve, j'ai tellement envie d'être heureuse, que j'ai une manière presque obstinée d'aimer la vie. Je vais obtenir justice, je vais obtenir justice. Je ne vais pas laisser ma vie, mon vécu, mon histoire, mourir dans un énième secret de famille. Et c'est aussi pour ça que je fais cet épisode-là. Un jour, très bientôt, j'écrirai un livre. Un jour, je ferai des films au cinéma. Un jour, je ferai des conférences et j'irai voir toutes les personnes qui ont vécu des choses comme moi et on sera tous réunis et on va tous se tenir la main et on sera tous heureux parce qu'on va vivre. Voilà. Mon père, depuis qu'il y a un mois, il m'avait dit il y a une rumeur qui circule comme quoi ta plainte a été classée. Mon père ne m'a jamais appelé par rapport à cette histoire. Il ne m'a jamais appelé. Il m'a donné de ses nouvelles il y a 2 semaines parce qu'un de mes demi-frères a envoyé mon Instagram personnel où je suis en maillot de bain, où je m'habille en tout mini, etc. à mon père. Et mon père m'a transféré ces vidéos-là. Et il m'a écrit « Aïcha, comment tu as pu faire ça à ta mère et à moi ?» J'ai pas répondu parce que je me suis dit je viens d'apprendre que ma plainte est classée. Personne ne m'appelle. Il n'y a aucune personne de cette famille qui s'inquiète, qui se demande même si je mange la nuit. Et tu viens me dire que pour des photos en maillot de bain, pour un énième demi-frère qui veut saboter, je sais même pas ce qu'il cherche, en installant la haine entre mon père et moi, je pense que c'est un moyen de le détacher de moi et donc le ramener à la cause de la belle-mère, vous voyez. Ma mère, elle, c'est très compliqué parce que comme ceux qui m'ont violée sont aussi ceux qui ont violé ma mère, je comprends qu'elle en peut plus. Et elle me l'a dit, elle m'a dit Aïcha, j'en peux plus de cette histoire, je n'en peux plus d'entendre ces prénoms-là. Je me suis battue, je me suis remariée, j'ai eu des enfants et en fait, je replonge à chaque fois dans ce passé-là et je n'en peux plus. Et je ne peux que respecter ce choix-là. Donc ça fait beaucoup de solitude. Ma mère aussi, elle est un peu énervée de mon entêtement parce que elle trouve que maintenant je devrais laisser cette histoire dans le passé. Je devrais trouver un travail, trouver un mari si j'en ai envie, avoir des enfants si j'en ai envie et finalement vivre comme si de rien ne s'était passé, comme si de rien n'était. Moi, je ne veux plus faire de concessions sur ma vie. Je veux et à la fois le mari et les enfants si le jour où j'en ai envie, et à la fois obtenir justice, et à la fois me rendre justice jusqu'au bout. Et même si c'est pas à travers les juridictions françaises, ce sera à travers le livre que je vais écrire. Ce sera à travers ce podcast. Ce sera à travers vous. Et c'est comme ça que j'essaye de voir les choses. Il y a 1 semaine, j'ai eu le courage de contacter l'avocat que je vous ai dit en début d'épisode. Je suis allée au cabinet. C'était très difficile parce que du coup, je me suis sentie comme la première fois que j'allais déposer plainte parce qu'il fallait tout réexpliquer. J'étais impressionnée parce que c'est vraiment des avocats très très forts. Mais le problème, c'est que
il faut payer des honoraires d'avocat et j'ai pas les moyens de payer ces honoraires-là. Et ils n'acceptent pas l'aide juridictionnelle, donc j'ai pas d'autre choix que de laisser ça comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc voilà, un peu où j'en suis aujourd'hui et ce que je ressens aujourd'hui. Un truc aussi auquel j'ai beaucoup pensé, qui m'a fait quand même beaucoup de mal, c'est que j'ai compris aussi que je n'étais pas aux yeux de ma famille et même aux yeux de la justice, peut-être, de la société, je sais pas. Mais j'ai compris que je ne suis pas la victime idéale parce que j'ai des piercings, j'ai des tatouages, je m'habille court, je fais des photos dans la rue en mini-jupe, je sors, je bois, je fume. J'essaye de quand même vivre la vie. Et j'ai l'impression que ce soit pour ma famille ou même la société, j'ai pas l'air assez traumatisée. Et c'est ce qui m'avait motivée aussi à écrire la lettre de suicide que j'avais écrite, parce que je me suis dit, peut-être que si je meurs, ce qu'il ne faut pas faire, mais peut-être que si je meurs, peut-être qu'au final, au fin de compte, ma famille va finir par comprendre la détresse que j'avais. Et peut-être que si je meurs, ils vont comprendre que j'ai jamais menti. Et peut-être qu'à ce moment-là, peut-être qu'on va pouvoir m'écouter et peut-être qu'on va pouvoir me protéger, comme j'ai toujours rêvé qu'on m'écoute et qu'on me protège quand j'étais une petite fille. Et c'est ce qui m'avait motivée à faire cette lettre-là. Mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne, cette lettre, puisqu'elle est supprimée. C'est passé parce que je me rends compte que je suis quand même chanceuse. Parce que je suis entourée. Je suis entourée. Je vous jure, quand j'ai su que la plainte elle a été classée, j'ai fait des stories sur Instagram, sur mon compte Ta Bonne Copine. Et il y a eu tellement de filles qui m'ont envoyé leur numéro de téléphone pour me dire si tu veux m'appeler. Il y a eu des filles que je ne connais pas, que j'ai jamais vues dans la vraie vie. Je bégaye. C'était très émouvant. Mes meilleurs amis, ils sont là. La maman de ma copine, elle m'a ramenée dans leur maison et elle m'a mise dans la douche et elle m'a fait à manger, elle m'a massée. J'ai vraiment de la chance. Je pleure parfois peut-être injustement une famille qui ne me comprend pas, qui me demande de me justifier tout le temps, alors que j'ai vraiment la famille des êtres humains qui sont là. Vous voyez, par exemple, hier, je suis sortie, on est allé en boîte avec des copines et on a fait la fête et on a fini à 6h du matin. Et le soleil était en train de se lever. Et on s'est tenu la main comme ça et on est allé regarder le lever du soleil au jardin des Tuileries. On était couchés sur l'herbe et j'ai commencé à pleurer. Pas parce que j'étais triste, pas parce que j'étais fâchée, pas parce que j'étais fatiguée, mais parce que j'étais bien, parce que la vie est belle, parce que waouh, j'ai la chance de pouvoir regarder le ciel un peu rose. C'est tellement joli, avec des gens qui m'aiment et que j'aime. Allez, rien que pour ça, je re-signe encore la vie pour 50 ans. Allez, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est moi qui offre. Je veux conclure cet épisode en disant que j'ai une grosse pensée pour les filles qui sont très nombreuses et qui m'ont écrit pour me dire que grâce à moi, grâce à mes vidéos et à mes épisodes, elles ont eu le courage d'aller déposer plainte. Ma finalité à moi, ce n'est pas la vôtre. Ayez foi en la justice quand même et ayez foi surtout en vous. Si jamais la finalité elle est comme moi, sachez que moi je vous crois, moi je vous entends, moi je vous écoute. Parlez-en. Vraiment. Et j'aurais aimé avoir le happy ending de la plainte déposée et qui se termine facilement vers un jugement. J'ai pas ça. Je me sens un peu comme si je vous avais abandonné. À tort, je sais, mais je me sens comme ça. Et écoutez, pour finir cet épisode, j'ai envie de vous dire merci beaucoup. Je vous aime, vraiment sincèrement. Merci pour votre soutien. Merci d'être toujours là à me donner du courage, de la force et autant de compliments dans les commentaires des vidéos. Merci de me faire confiance pour aussi me partager en message privé une partie de votre histoire à vous. Et vous voyez, il y a eu une marche organisée à Paris pour la petite Liana, paix à son âme. Et je suis allée à cette marche-là. Et j'ai été interviewée par un journaliste de Quotidien. Et du coup, j'aimerais finir cette vidéo en vous laissant sur cet extrait où je parle au micro et je raconte pourquoi est-ce que je suis à la marche et surtout pourquoi est-ce que je pleure autant. C'est important pour moi aussi de faire cet épisode dans cet état-là, avec
avec les larmes aux yeux, avec la tristesse, avec les soupirs. Parce que le chemin vers la guérison et surtout le chemin d'acceptation des émotions, il n'est pas linéaire et il est difficile. Et moi, je suis convaincue qu'on ne rend pas justice et qu'on n'aide pas les victimes quand on édulcore tout. Quand chaque histoire terrible est transformée en grande histoire de résilience. Parce que c'est aussi ça, la réalité. C'est que je pleure, c'est que je vomis, c'est que parfois j'ai voulu en finir, c'est que parfois on se sent abandonné. Parce que parfois les émotions sont tellement grandes que ça te pousse à prendre des décisions que tu pensais ne jamais vouloir prendre de ta vie. Et ça arrive. Et quand ça arrive, il faut en parler, s'il vous plaît, vraiment. Et voilà. Merci pour tout. C'était la bonne copine. Excusez-moi, bonjour. Je me permets de poser une question. Je me sens très ému. Elle vient d'où cette émotion? Parce que j'ai moi-même vécu de l'inceste quand j'étais petite et j'ai appris il y a 3 jours que mon dossier a été classé sans suite. Et c'est beaucoup d'émotions parce que je fais un peu de projection, c'est beaucoup de souffrance. On se sent abandonné par la justice, par la famille, surtout dans les cas d'inceste. Et voir toutes ces femmes, voir tous ces hommes, voir tout ce rassemblement, ça soigne un peu mon enfant intérieur. Et ça me donne de la force. Je trouve que la justice est dysfonctionnelle, les victimes sont abandonnées, on est doublement, on nous rend coupables. C'est absolument terrifiant. Nous demandons une véritable politique publique contre les violences. Et merci à toutes celles et tous ceux qui ont témoigné à ton micro et notamment à cette jeune femme au début qui a parlé de son vécu. Très émouvante, merci à elle.